italienne et membre du CAER. Elle dirige la revue Italie et elle est spécialiste de littérature romanesque italienne du XXe siècle. Elle s'intéresse aussi un peu plus récemment aux questions de chansons, aux questions de traduction, de réécriture. Et elle est spécialiste, entre autres, parmi plusieurs romanciers italiens, d'Italo Calvino, sur lequel elle a d'ailleurs publié un livre intitulé Le Vertige selon Calvino. Et donc c'est en raison de cet intérêt pour Calvino qu'on l'a invitée à participer à notre colloque. Donc je la remercie de nous parler aujourd'hui. Non, alors c'est bien sûr moi qui vous remercie, Sylvie, Christine, de m'avoir associée à ce colloque où j'apprends beaucoup, où je me sentais un peu intruse jusqu'à ce matin, mais justement privilégiée de pouvoir apprendre tant de choses factuelles sur ce qui n'était pour moi qu'un personnage jusqu'à présent. Et que je n'ai pas étudié Marco Polo sous l'angle historique, donc j'ai beaucoup à apprendre des actes en particulier qui viendront conclure cette opération. Donc je vais rester du côté de l'imaginaire et effectivement du côté italien, et merci donc à ma collègue d'avoir en quelque sorte ouvert la porte à cet exposé sur Calvin. Et donc je le commence tout de suite en vous rappelant donc, puisque vous semblez le connaître pour certains déjà bien, qu'il s'agit d'un récit enchâssé, où là aussi on va multiplier donc les niveaux d'écriture, un récit enchâssé où Marco Polo est à la fois personnage et narrateur. Puisque Les Villes Invisibles sont un ouvrage assez exemplaire de l'œuvre de Calvin, qui mêle son penchant pour l'abstraction et sa délectation à perdre le lecteur dans un labyrinthe. Mais c'est un livre qui est en même temps un unicum dans l'œuvre calvinienne, dans la mesure où il revêt un aspect mystérieux et poétique qui n'est pas vraiment le propre des autres livres de Calvin, qui affectionnent plutôt une écriture facétieuse, même si toujours très réfléchie. Et ici, il va un petit peu vers ce qu'on pourrait appeler le poème en prose, ce qui est peu fréquent chez lui. Alors dans ce texte, Marco Polo est à la fois personnage et narrateur, disais-je, et l'œuvre source, le livre donc de Marco Polo, le livre historique de Marco Polo, inspire ces villes invisibles, les città invisibili en italien, non seulement par les thèmes de l'exploration et de l'observation, mais aussi grâce à ses divers titres, je pense. Le livre de Calvin est en effet sous le triple signe de la prolifération, le million, de l'imaginaire, le livre des merveilles, et d'un discours ancré dans la description, le devisement du monde. L'enjeu littéraire pour lui, dans toute son œuvre, c'est de s'attacher à un livre où la description aura le premier rôle. Alors, la situation narrative, car il y en a tout de même une, il n'y a pas que de la description, il y a un moteur à ces descriptions qui s'égrènent. La situation narrative naît d'une impossibilité. Kubilai Khan a besoin qu'on lui décrive l'empire qu'il a conquis, car il ne peut le visiter. Donc on est déjà dans quelque chose de paradoxal. Celui qui a le pouvoir sur tout ne peut pas connaître ce tout, justement parce qu'il est trop immense. Il a donc besoin d'un compagnon, d'un subalterne, d'un interlocuteur qui va décrire pour lui. Et donc pour ce faire, il demande à Marco Polo d'explorer son empire et de le lui décrire au retour, de lui décrire ses villes sujettes. Alors, le point de départ historique, Marco Polo, émissaire de Kubilai Khan, devient le point de départ d'un récit enchâssé, comme les affectionne Calvin dans les années 1970. Le livre est de 1972, il sera publié en traduction en 1974. Alors, un récit enchâssé, c'est-à-dire un récit cadre avec des récits seconds, mais le récit cadre est ici remplacé par de brefs dialogues entre Marco Polo et l'empereur, et ce qui, dans un récit enchâssé, en général, laisse place à des nouvelles. Les nouvelles sont remplacées par précisément les descriptions, les comptes rendus de Marco Polo, qui sont des descriptions urbaines de villes improbables, relevant de topologies imaginaires.
Alors au reportage qu'est Le Million se substitue une réflexion sur les caractères définitoires de ce qu'est une ville au fur et à mesure, ou de ce qu'est le réel tout court à travers la notion de ville qui en est la synecdoque. Les descriptions se succèdent en outre selon un ordre sériel extrêmement élaboré, mais extrêmement dispersif de prime abord. On ne le ressent pas tout de suite, la logique n'est pas apparente. Elle ne saute pas aux yeux. Le livre qui résulte de tout cela est complexe, donc. C'est une construction géométrique, c'est en même temps des poèmes en prose qui sont enchâssés dans un plan général, c'est une réflexion philosophique, et tout ça se rencontre donc pour faire un objet littéraire hors norme. C'est ce hors norme sans doute qui a assuré la notoriété de cet ouvrage, et pas seulement le lien à Marco Polo, évidemment d'où l'on part. Alors, Calvino fait évoluer le lien entre les deux personnages qui sont énigmatiques l'un à l'autre et qui se fascinent mutuellement d'ailleurs. Le tout est baigné d'étrangeté. Kublai Khan est étranger à son propre empire. Il choisit un étranger pour le lui décrire, comme s'il avait besoin d'un regard neuf pour comprendre l'évidence ou pour décrypter notre étrange quotidien. Dans ce contexte, Marco Polo est un personnage dans le récit cadre, où il dialogue avec l'empereur, mais il est le narrateur implicite de toutes les descriptions de villes enchâssées dans le récit cadre. Il n'y parle pas à la première personne, mais il est admis que c'est lui qui a observé les villes et donc il les décrit. Alors dès lors, qu'est-ce qui le définit dans ces deux fonctions de personnage et de narrateur? Marco Polo est d'abord un exilé. D'abord, je rebondis sur la remarque de mon collègue. Son premier référent, c'est Venise. C'est son lieu d'origine. Au début, il ne parle même pas la langue de Kublai Khan. Et il doit inventer un système de signes fait d'objets, de chorégraphies, de gestes, pour se faire comprendre. Alors, il ne prononcera pas le nom de Venise, mais elle est sous-jacente à la plupart des descriptions, qui deviennent du coup assez ambivalentes. On décrit un objet neuf et de façon sous-jacente, on a le souvenir de Venise qui travaille la description de l'objet neuf. Et donc ces descriptions se voilent d'une certaine nostalgie, mais encore une fois sans que Venise soit jamais invoquée ou nommée précisément, ou en tout cas très, très rarement. Alors, Marco Polo est un exilé, mais Marco Polo est aussi un voyageur au sein de l'Empire dans lequel il se déplace. Et il s'agit de découvrir des réalités différentes, contrastées entre elles, et par rapport à ces réalités découvertes, son deuxième référent dans l'espace, ce sera le jardin de Kublai Khan, vers lequel il revient sans cesse entre deux voyages. Ainsi, Marco Polo compare implicitement aussi toutes les villes qu'il a traversées à celles de Kublai Khan, qui est, on pourrait dire, le référent de la normalité, mais un référent bien paradoxal, puisqu'il est pour lui, Marco Polo, tout autre que normal, et qu'il ne constitue pas, dans l'absolu, son ici, qui reste Venise. Enfin, Marco Polo est un cas linguistique. Devoir décrire sans connaître la langue, crée une situation aporétique. Le système sémiotique de Marco Polo est une simplification à l'extrême de ce fait qui devrait faire ressortir l'essence des choses. Aussi, les textes qui en résultent ont-ils un caractère synthétique et quasi légendaire, ce qui a quelque chose d'assez troublant pour quelqu'un qui est censé faire des comptes rendus. Pour résumer, le livre de Calvino propose la rencontre d'un homme immobile et d'un homme en mouvement, séparés par une différence de langue et de mentalité, se réunissant pour parler de villes aussi indicibles qu'invisibles. Chaque ville apparaît alors comme merveilleuse et séduisante, et toutes d'ailleurs portent le nom d'une femme. Tel un bijou dans un écrin, cet écrin étant fait de dialogues de plus en plus philosophiques. Donc voilà, j'espère avoir campé le décor.
et on en arrive donc à ces récits de villes, à cette façon de décliner donc un récit de merveille. Donc chaque ville qui est décrite comporte une cohérence ou une incohérence interne. Chacune a une histoire, possède un fonctionnement propre. Et c'est encore plus finalement ce fonctionnement que Marco Polo cherche à transmettre à l'empereur que véritablement des vues, des paysages, des descriptions de détails. Mais elles sont néanmoins merveilleuses, frappantes. On a des villes suspendues, on a des villes souterraines ou aériennes, des villes vides, des villes saturées, des villes superposées, des villes musées, des villes poubelles, des villes qui sont marquées par des symétries, par des topologies labyrinthiques, par des aspects oniriques. Elles sont merveilleuses donc aux deux sens du terme, extrêmement belles dans ces textes poétiques, mais aussi souvent relevant donc bien sûr du merveilleux, des villes inconcevables. Ou peut-être est-ce le contraire, peut-être que ce sont de purs concepts précisément, plus encore que des villes dans l'espace. L'exotisme prétextuel apparaît en effet de plus en plus clairement comme une métaphore de la distance du monde. Ce ne sont pas seulement ces villes qui sont loin, mais le réel qui est loin de notre capacité à l'appréhender. À l'ailleurs géographique de l'empereur, que ses fonctions empêchent de voyager, se superpose un ailleurs ontologique. Peu à peu au demeurant, Kublai Khan recherche moins le détail et recherche de plus en plus le modèle, la modélisation des villes, finalement le modèle de toutes les villes à travers chaque ville évoquée. Et c'est intéressant parce que plus Marco Polo maîtrise la langue, moins il faut parler de détails finalement, moins elle lui sert, puisqu'on recherche à styliser le modèle général à toutes les villes. Donc on recherche une modélisation plus qu'une diversité et une bigarrure, contrairement à ce qui pouvait être au départ l'enjeu apparent. Et la réflexion passe de la réflexion sur les villes à une réflexion sur la ville, et la ville devient une image de la complexité du monde lui-même. Alors du point de vue des enjeux de l'écriture maintenant, il s'agit, semble-t-il, non seulement de savoir décrire, mais encore de donner le principal espace à la description, alors que c'est censé être ce que l'on saute quand on est un lecteur hâtif. Donc revenir vers la description et lui donner la vedette. Mais ça aussi, c'est un trompe-l'œil, à mon avis, parce qu'il s'agit finalement de mettre en scène l'impossibilité et l'inutilité de décrire. Il est alors intéressant de voir à quel point les villes invisibles ont inspiré les dessinateurs. C'est le paradoxe de ce livre, dans tous les styles possibles, voire les architectes aussi, qui se sont beaucoup intéressés au livre, et qui se sont donné le défi, très souvent, de dessiner ces objets impossibles à décrire. Comme c'est impossible, on va essayer, chacun son tour. Et je vais vous en donner un rapide exemple, qui est vraiment très aléatoire. Je ne vous ai pas forcément donné les meilleurs exemples, mais pour vous montrer que les styles varient. Donc voilà, un exemple de Jan Machinben, qui était illustrateur de Calvin pour Le Seuil, et qui nous a proposé ce dessin de ville aérienne. Ça, c'était l'objet d'une affiche dédiée à Calvin, où on voit l'idée de symétrie, mais de symétrie imparfaite, évidemment, de symétrie qui n'est pas symétrique, qui est un trompe-l'œil. Ici, des villes superposées dans un style beaucoup moins travaillé. Ici, toute une série de Pedro Cano qui a illustré chacune des villes avec le moyen des aquarelles, l'aquarelle. Ici, voilà une ville perchée parmi d'autres, donc qui atteint au ciel. Un autre exemple de ville suspendue où on voit surtout les structures de la ville apparaître plutôt que sa chair en quelque sorte. Voilà, une ville suspendue sur le néant, sur le rien, une ville qui se glisse dans les interstices d'un territoire, une ville au contraire monumentale. On retrouve Pedro Cano ici.
Celle-ci pourrait être à l'image d'une ville de Despines. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Despines est une ville, nous dit un texte très bref qui fait une page à peine, hein, donc c'est à peu près la dimension des textes en général, 1 à 2 pages. Le texte nous dit Despines est une ville donc sur un littoral, elle peut être vue de 2 façons. Pour le chamelier qui arrive du désert, elle ressemble à un bateau qui est sur le point de partir pour une exploration au-delà des mers. Pour le marin qui arrive à Despines, elle a la forme d'une bosse de chameau. Et c'est l'image de la terre ferme qu'il a enfin rejointe. Donc c'est l'idée que la ville finalement est vue en fonction du désir de celui qui l'aborde. Voilà, ici, dans un tout autre style, une modélisation en fonction d'un jeu d'échecs qui va tenir beaucoup de place à un certain moment dans la modélisation des villes. Et ici, un travail très raffiné de Vincenzo Del Vecchio, qui a lui aussi dessiné un grand nombre de villes invisibles avec une vraie compréhension du monde calvinien entre le ludique et la précision. Voilà, j'en reste là, mais il me semblait intéressant de vous montrer que oui, la vue a de l'importance dans le livre, même si ces villes sont invisibles, et c'est tout le paradoxe. Et l'interstice entre le visible et l'invisible, en fait, suscite d'autres créations derrière la création littéraire. En résumé, donc, pour ces villes, des villes merveilleuses, étranges, oniriques, sont à la fois là pour éblouir et pour servir de métaphore à l'inconcevable, ce qui est une entrée vers une réflexion philosophique. On peut donc se demander finalement si le récit cadre est le prétexte des récits descriptifs ou si les descriptions sont les prétextes du métatexte philosophique. Parce que c'est dans le métatexte finalement, dans le dialogue entre l'empereur et Marco Polo, qu'on comprend ou qu'on essaie de comprendre, qu'on peut éventuellement comprendre pourquoi les villes peuvent se dire invisibles. Alors pourquoi les villes sont-elles invisibles ? D'abord parce que Kublai Khan ne peut pas les voir. Elles lui sont invisibles, à lui. Donc c'est un point de départ, mais qu'il faut bien sûr dépasser. Elles sont aussi invisibles parce qu'elles sont invraisemblables. Ce sont des villes telles qu'on ne pourra jamais en voir, de pure construction littéraire finalement. Elles renvoient, si on veut, à l'idée d'utopie. Ce sont des villes qui ne pourraient exister nulle part. Donc la spatialité, en fait, qui semble avoir toute la place, et la description qui semble avoir toute la place, se retournent dans leur contraire. Et pourtant, est-ce que vraiment elles ne pourraient exister nulle part ? Par leur climat, elles sont presque fantastiques, mais elles ne parlent cependant que du monde réel, pas celui du Cathay, mais le nôtre. Elles sont donc peut-être invisibles parce qu'elles existent déjà, mais que nous ne les percevons pas. Il s'agirait de villes inventées pour que chacune serve de paradigme à un problème urbain moderne, bien réel, celui-là. Chacune pose un problème de nos villes contemporaines, et Calvin nous semble faire finalement une analyse au sens chimique des composants de ce que constitue la notion complexe de ville. Une analyse donc en isolant ces composants, en les isole sur le mode fabuleux, en prenant un prétexte exotique, l'Orient, et lointain dans le temps, des villes apparemment archaïques, mais en fait c'est bel et bien pour parler du présent, au moins à un certain niveau du texte. Et alors on a des villes chargées de passé ou d'absence, des villes qui sont éventuellement toujours en construction mais jamais finies, d'autres qui sont mises en abîme par des représentations d'elles-mêmes, d'autres enfin qui ne sont faites que de communication, qui ne valent que comme des réseaux de signes que dont Calvin nous rend compte en sémiologue finalement. Et enfin, ce sont peut-être des villes invisibles, au contraire, parce que les lieux racontés par Marco Polo n'existent pas. Donc ce serait l'hypothèse inverse. Et je reviens à cette phrase que vous avez tout à l'heure lue. Il n'est pas dit que Kublai Khan croit à tout ce que Marco Polo lui raconte. Il s'agit quand même bien de récits, c'est la première phrase du texte. On peut imaginer donc que Marco Polo ne voyage pas, en fait. Il serait aussi immobile que l'empereur, mais chez lui, l'imagination prévaudrait sur la méditation, à l'inverse de Kublai Khan.
Il laisserait voyager son esprit d'invention, en bon narrateur qu'il est. Il ferait à Kublai Khan des comptes rendus, fictifs, fictionnels, comme vous voudrez. Soit ces villes seraient alors fantasmatiques, soit elles seraient des projections déformées du souvenir de Venise, un référent absolu de la représentation et de la nostalgie de Marco Polo. Alors Marco Polo et le Khan sont l'un des nombreux couples d'opposés qui peuplent l'œuvre de Calvin. Pour ceux qui l'ont un peu lu, Agilulfo et Gurdulu dans Le Chevalier inexistant, Le Comte de Monte Cristo et l'Abbé Faria dans Temps zéro, où on a une parodie des personnages de Dumas. Donc des couples où il y en a un qui agit, un autre qui pense. Au point qu'on pourrait imaginer que l'empereur et le Vénitien ne soient finalement que les deux faces d'un même être, l'une agissante, l'autre introspective. Ce serait un autre prisme de lecture. Donc en résumé, on a des villes chinoises que Kublai Khan ne peut pas voir, des villes ou des villes légendaires que nul ne pourrait voir, ou bien des villes que nous avons tous sous les yeux aujourd'hui et en Occident et que nous ne savons pas voir, ou bien des villes que même Marco Polo ne voit pas car il les invente. Finalement, seule la réflexion qu'elles permettent est vraie. Donc on le voit, c'est un livre qui a des strates de sens multiples, on peut en choisir une, ou on peut les conserver toutes dans leur superposition, et ça se complique encore si on envisage la structure du livre, dont je vais quand même dire deux mots. On est entre ordre et désordre, entre description et dispersion. Pourquoi ? Parce que le livre est construit sur au moins 3 niveaux de structuration, plus un quatrième. Le premier niveau, c'est un niveau thématique. Les descriptions sont constituées en séries. Elles constituent 11 séries de 5 textes chacune. Chaque texte est associé à un thème, et 5 textes concernent donc un même thème. Et ces thèmes sont, je peux les énumérer, la ville et la mémoire, la ville et le désir, la ville et les signes, les villes ténues, les villes et les échanges, les villes et le regard, les villes et la dénomination, les villes et les morts. Et encore, les villes et le ciel, les villes continues. Chaque texte a ainsi pour titre celui de sa série affublé d'un numéro. Par exemple, vous aurez comme titre les villes et la mémoire 1, les villes et la mémoire 2, les villes et les échanges 4, des exemples de titres de textes. Cependant, les textes d'une même série, sauf exception, ne se suivent pas. Ils sont dispersés dans le livre. Donc les numéros, du coup, servent à reconstituer, si on le souhaite, la série, mais la série n'est pas apparente comme objet immédiat de la rédaction du texte. Mais, comme vous allez comprendre, la succession est loin d'être livrée au hasard. Alors, on a donc des séries thématiques. Deuxième niveau de structuration, c'est la subdivision en chapitres, qui ne correspond pas du tout aux séries. Ce sont des chapitres numérotés en chiffres romains, et ils sont constitués chacun de 5 textes appartenant à des séries mêlées, sauf le premier et le dernier chapitre qui comprennent 10 textes. Donc déjà des piliers avec des chapitres internes, même ça c'est une architecture. Et donc ça fait en tout 9 chapitres si on compte tout ça. Troisième niveau structurant, c'est bien sûr le métatexte, constitué par les conversations entre Marco Polo et Kublai Khan, qui figurent en italique au début et à la fin de chaque chapitre, et qui sont donc au propre comme au figuré encadrantes. Donc ça fait 3 niveaux de structure, et il y en a un quatrième, c'est sans doute le plus important, c'est que le désordre en fait est organisé dans la succession de ces textes. La succession des textes est apparemment aléatoire, mais en fait elle suit un système qu'on peut même ramener à un algorithme mathématique assez simple, mais enfin, comment ça marche ? Le premier texte appartient à la première série, ensuite les 2 suivants à la première et à la deuxième, les 3 suivants à la première, la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Ce qui, si on le schématise, constitue une sorte de diagonale ou de spirale. Vous voyez, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ça dessine quelque chose d'extrêmement précis. Et donc, ce qu'on perçoit comme un désordre en première lecture, en fait, correspond à un ordre
extrêmement étudié. Et les relations entre les textes, qui semblent non apparentes, en fait, existent au moins en tant que succession géométrique. Alors, on reconnaît dans le croisement de ces différents niveaux structurants peut-être l'influence exercée sur Calvin par Oulipo. On sait qu'il a vécu à Paris, qu'il a fréquenté beaucoup ces écrivains qui se donnaient des contraintes. Hein. Vous en connaissez au moins un, c'est Pérec, qui s'oblige à écrire sans mettre la lettre E. Alors certains s'obligent en commençant toutes les 3 pages par un certain mot, etc., etc. Hein. Donc il y a comme ça une sorte de fascination pour l'écriture sous contrainte, et sans doute, sans aucun doute, les Città Invisibili correspondent à ce défi. Mais qu'est-ce qui en résulte, hein, cette géométrie qui est en même temps une géométrie camouflée, invite finalement, et c'est ça qui est important, à plusieurs types de lecture. Premier type de lecture, celui d'une lecture continue, comme on lit un livre, hein, on tourne chaque page et on lit le livre dans l'ordre où il se présente. Une lecture continue, lecture linéaire, chapitre par chapitre donc. Et paradoxalement, l'impression donnée par cette lecture linéaire, normale, j'ai envie de dire presque, hein, c'est une impression de discontinuité. On a l'impression de sauter du coq à l'âne tout le temps. Deuxième type de parcours, hein, c'est celui qui serait constitué par une lecture transversale, thématique, hein, qui reconstituerait les séries. Et donc on pourrait lire le livre série par série. Et là, à contrario, on a une impression d'unité retrouvée, hein, comme si on nous avait invités à la reconstitution d'un puzzle. Hein. Mis en perspective, les 5 textes d'une série sont une sorte de proposition de réflexion sur un certain aspect du monde urbain. Et enfin, vous avez un autre type de lecture transversale, évidemment, c'est celui qui proposerait la lecture du métatexte, hein, du métatexte en italique, des conversations, comme celle d'un dialogue suivi, hein, comme si on avait un dialogue unique qui est simplement entrecoupé par les textes descriptifs. Et si on le lit du début à la fin, on voit en fait une progression du rapport entre Kublai Khan et Marco Polo. Et on déplace donc l'intérêt de la lecture vers le rapport entre les 2 personnages et vers l'âme de Marco Polo, si j'ose dire, qui se révèle petit à petit. Et alors, c'est là finalement que j'en viens au sujet propre de notre colloque. Hein. Que révèle-t-il ce parcours, hein, si on le centre sur Marco Polo ? C'est un parcours intérieur, c'est un parcours qui est aussi une conquête finalement, mais la conquête moins d'un espace justement que d'un espace intérieur, celui qui serait l'espace d'une sagesse un peu désenchantée. Le côté effervescent, émerveillé, hein, qui ressort dans les descriptions, en fait dans les dialogues, se résorbe, hein, en une progression vers un désenchantement. Kublai Khan s'émerveille grâce à Marco Polo. Marco Polo s'assagit grâce à Kublai Khan. En résumé, donc, en percevant la structure complexe du livre, on peut choisir une lecture cursive, thématique ou méditative du livre. Et on est surtout invité à faire plusieurs lectures successives et différentes du livre. Dans ce déplacement de point de vue, la tension structuraliste du livre qui apparaît clairement sur ce dessin, cette structure, tour à tour, devient claire ou s'efface devant le trouble poétique et philosophique qui se dégage de l'ensemble. Donc pour finir, et je m'achemine vers la conclusion, hein, il s'agit bien de l'écriture d'un désenchantement, à la fois sur la réalité urbaine et sur notre réalité existentielle, la première apparaissant comme l'allégorie de la seconde. À ce désenchantement, on est préparé dès la première page par le sentiment d'échec de l'empereur. Il a besoin de Marco Polo parce qu'en fait, il a conquis un empire pour rien, il ne peut pas aller le voir, il ne peut pas le dominer proprement par l'intellect. Donc le dominer par un pouvoir exécutif, ça ne lui donne pas le pouvoir de la représentation exhaustive de son empire. C'est donc une première page qui annonce un parcours de désenchantement. Son monde lui échappe, la vanité de sa conquête lui apparaît de façon lucide, et une autre conquête, faite par le récit et le dialogue, celle d'une certaine sagesse, sera donc elle aussi source de l'abandon d'autres illusions. Donc, naissance d'illusions dans les descriptions, par l'émerveillement de ces récits improbables, mais désenchantement sur un autre plan.
Alors certaines de ces illusions qui tombent concernent la cohérence de notre espace, de notre réel. D'autres concernent la possibilité d'observer ce réel, et une fois observé, de le décrire. Les multiples tentatives d'encadrer la description du réel ne cachent qu'une aporie fondamentale. Nous ne parlons que d'une apparence et dans une langue que d'autres ne comprennent pas. La description elle-même, le récit lui-même, la littérature elle-même ne constitue qu'une aporie, donc. On dérive en définitive dans le livre de la vision d'une ville utopique à la vision d'une ville infernale, d'un réel utopie merveille à un réel enfer chaos. Et le livre a lui aussi, sous l'apparence d'un désordre, une construction utopique et infernale, un fait d'un savant dosage de linéarité et de dispersion. Marco Polo y apparaît donc comme le guide vers un merveilleux qui n'a d'impact que philosophique. Le monde qu'il démultiplie par ses explorations, ou par ses visions oniriques, comme vous aurez choisi de le lire, ce monde qu'il démultiplie se résorbe et se résout finalement en un désenchantement qui peut conduire à l'anéantissement ou à la sagesse. Le livre invitant à passer sans cesse, et dans les deux sens, de l'émerveillement à la lucidité. Deux caractéristiques, et ce sera donc ma conclusion, se font donc jour pour l'avatar de notre héros médiéval revu par Calvin. D'une part, Marco Polo est devenu le paradigme à la fois de l'observation et de l'imaginaire, et d'autre part, il oscille entre enchantement et désenchantement. Merci. Cet exposé qui, pour ma part, m'a donné envie de relire Calvino que j'ai lu il y a longtemps déjà. Donc, je pense que je vais me replonger dedans et essayer de faire une lecture transversale comme on nous l'avait suggéré. Je vous laisse la